Bonjour à tous, je me présente, Flavie Antérion, je suis en charge du marketing digital chez Francaire. Bienvenue à ce webinaire consacré donc aux solutions de ventilation RE 2020, un enjeu important dans les secteurs tertiaires et résidentiels. Alors nos experts Francaire et Socotec se sont réunis aujourd'hui pour partager leur expertise et échanger autour de la thématique suivante. 1 heure pour tout comprendre sur les solutions de ventilation RE 2020 en résidentiel et en tertiaire. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, j'accueille donc Céline Desportes, responsable marketing tertiaire, André Chouquier, responsable marketing Habitat, qui font donc tous les deux partie de la société Francaire, Claudie Ferlet, directrice du développement métier de l'énergie et du bas carbone, ainsi que Jeanne Pouille, expert métier national mesure, qui font donc tous les deux partie de la société Socotec. Alors, on va être ensemble pendant à peu près 45 minutes. Nous prendrons 15 minutes pour répondre à toutes vos questions en fin de séance. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet dédié sur votre droite. Essayez de privilégier cet onglet questions plutôt que l'onglet chat, tout simplement pour qu'on puisse nous tout centraliser à la fin. Je vous invite également à activer le plein écran, tout simplement pour que vous puissiez mieux voir les slides. Voilà, surtout, n'hésitez pas à échanger. Bon webinaire à tous. Et Céline, je te passe la parole. Bonjour à tous, merci Flavie. Donc un webinaire sur une thématique d'actualité puisque dès début d'année, la France est passée d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale, la RE 2020, beaucoup plus ambitieuse et exigeante pour la filière construction et qui renforce de nouveaux codes en matière de construction, privilégiant encore plus davantage la performance énergétique comme étant au cœur de la construction. La RE 2020 est rentrée en vigueur d'abord pour les logements et poursuit son déploiement depuis quelques jours avec sa mise en application sur les bâtiments d'enseignement et les bureaux. Et de ce fait, plein de nouvelles contraintes ajoutent un défi à relever et poussent finalement les équipements à évoluer et les accompagnements également. Nous allons, au travers de ce webinaire, balayer plusieurs questions, plusieurs thématiques. Donc, nous allons commencer par évoquer les grands principes de la RE 2020. Quels sont les paramètres importants à respecter aux consommations d'énergie primaire, de l'impact carbone et du confort pour répondre à cette RE 2020? Quelles solutions de chauffage, de ventilation sont adaptées à cette réglementation également? Un thème important, le protocole de ventilation. Eh bien, quels sont les points clés de ce protocole et quels sont les retours d'expérience? Et nous parlerons des solutions en matière d'étanchéité des réseaux et des solutions en matière de ventilation et de chauffage. Je laisse la parole à Claudie. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation et cette introduction. Voilà, quelques mots aujourd'hui de contexte sur la réglementation environnementale 2020 qui nous occupe, et puis on rentrera plus dans le détail technique par la suite. Donc cette réglementation environnementale repose sur trois piliers principaux qui correspondent au volet énergie, donc une évolution par rapport à la RT 2012, un deuxième pilier qui correspond au confort estival, où on va chercher à garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur dans les locaux. Et le troisième pilier qui est le volet carbone, qui est la nouveauté de cette réglementation, qui va permettre de diminuer l'impact carbone dans la construction via une méthode qu'on appelle l'analyse de cycle de vie dynamique, qui correspond à la vie carbone du projet. Cette réglementation environnementale 2020 a été mise en application avec des échelons. On a déjà une réalisation des bâtiments et des parties de bâtiments à usage d'habitation qui sont assujettis à la réglementation environnementale 2020 depuis le 1er janvier 2022. Et depuis peu, depuis 7 jours maintenant, les bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire sont aussi assujettis à la réglementation environnementale 2020. On connaît déjà une date pour 2023. À partir de début 2023, les constructions provisoires et les extensions liées aux activités déjà assujetties seront elles aussi soumises à la réglementation environnementale 2020, donc à partir du 1er janvier 2023. Et pour les autres usages tertiaires, les bâtiments à autre usage tertiaire, on ne connaît pas encore exactement la date d'application de la réglementation environnementale 2020, puisqu'on est en attente des textes réglementaires.
On peut supposer que cette réglementation s'appliquera courant d'année 2023 et par la suite, certainement avec un décalage de 6 mois à 1 an, devrait paraître un label d'État qui ira plus loin que les exigences réglementaires de la RE 2020 et qui permettra d'aller au-delà des seuils réglementaires que nous connaîtrons. En une slide pour résumer la réglementation environnementale, nous avons repris une ligne qui correspond à l'ensemble du volet énergie et confort d'été et une ligne qui correspond au carbone. L'idée, c'est de dérouler là sur le déroulement d'un chantier, les différentes phases et de comprendre quels sont les impacts de cette réglementation. Donc au démarrage, quand on est en phase PC, on doit avoir une attestation qui est déposée au moment du permis de construire. Cette attestation reprend l'étude de faisabilité d'approvisionnement en énergie et donc, comme on la connaissait déjà en RT 2012, est complétée d'un deuxième volet qui va, au moment de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, va être complété par une analyse carbone. Donc, il n'y a pas de volet carbone autre qu'un engagement dans l'attestation, mais par contre, dès le chantier, on va devoir s'engager sur la partie carbone. Si on passe en phase Pro-DCE, on va avoir deux compléments. En fait, on va devoir faire évoluer l'ensemble des pièces qu'on connaissait en réglementation thermique à 2012 pour pouvoir prendre en compte les nouvelles contraintes de toute la partie réglementation environnementale. On va devoir faire évoluer nos études thermiques et nos études carbone, que sont l'analyse de cycle de vie, tout au long des phases pour pouvoir les mettre à jour. En phase chantier, de la même manière que cela existait en réglementation thermique, on va pouvoir réaliser des mesures intermédiaires pour savoir où on se situe par rapport au déroulé de notre chantier et réviser les études si elles évoluent. En niveau carbone, on va voir plus de matériaux réemployés puisqu'ils sont favorables à la réglementation environnementale. En phase réception, des nouveautés que nous détaillerons par la suite avec des mesures infiltrométrie, une vérification du système de ventilation et on retrouvera toujours notre attestation en fin de travaux qui va prendre en compte à la fois le volet énergie et le volet carbone. Donc c'est là qu'on a un contrôle du volet carbone sur l'ensemble du déroulé du projet. Pour faire rapidement, la réglementation environnementale 2020 a des exigences de résultats et des exigences de moyens. Pour balayer rapidement les exigences de résultats, ils sont au nombre de 6 indicateurs. On retrouve le B-Bio, qu'on connaissait déjà d'avant, qui correspond aux besoins bioclimatiques et qui correspond en gros à l'enveloppe du bâtiment. On a le degré heure, qui est le nouvel indicateur qui correspond au confort d'été. Ce degré heure permet de témoigner du risque d'inconfort dans les locaux. On a le CEP, la consommation d'énergie primaire, qui correspond à l'ensemble des consommations des différents usages dans le bâtiment. Et on complète ce CEP par un CEP-NR, qui est la consommation d'énergie primaire non renouvelable, qui va faire le pendant par rapport au CEP. On a 2 nouveaux indicateurs qui correspondent aux indicateurs carbone. On a le IC Énergie, qui est le volet carbone du CEP, et le IC Construction, l'impact sur le changement climatique de la construction, qui permet de réaliser la note carbone de l'ensemble de l'opération. Ces 2 critères, IC Énergie et IC Construction, sont deux indicateurs qui évoluent dans le temps. Donc les contraintes que l'on a aujourd'hui ne sont pas celles qui s'appliqueront en 2025, ni celles qui s'appliqueront en 2028. Ce sont des contraintes qui vont de plus en plus augmenter dans le temps. Les exigences de moyens, pour en citer quelques-unes, on a les mesures d'infiltrométrie, les mesures de perméabilité à l'air de l'enveloppe. Cette exigence s'applique dans l'ensemble des locaux d'habitation. On peut réaliser des mesures de perméabilité à l'air soit par échantillonnage, soit sur un bâtiment dans sa globalité. Pour ce qui est des locaux tertiaires, ces mesures s'appliquent sur l'ensemble des bâtiments, donc à usage de bureaux et à usage d'enseignement primaire et secondaire, pour les locaux d'une surface inférieure à 3000 m². On retrouvera dans les exigences de moyens les attestations de fin de travaux qui prennent en compte à la fois le contrôle et la vérification des points liés à la thermique et des points liés au carbone. On retrouvera aussi le diagnostic de performance énergétique qui est réalisé à la fin de l'opération et qui permettra souvent l'entrée dans les lieux des locataires ou des propriétaires.
On retrouvera par la suite l'ensemble des exigences de moyens liées à la vérification du système de ventilation, que Jeanne nous détaillera par la suite. Ça fera le point d'un détail pour la suite de ce webinaire. J'en ai fini avec ma partie. Je passe donc la parole à André pour la suite. Très bien, merci Claudie. Donc, face à ces nouveaux enjeux, la Société Françaire a étudié les impacts et puis donc les différentes solutions sur lesquelles on peut apporter, je dirais, des bénéfices pour nos clients, que ce soit maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et installateurs. Donc, on va voir un petit peu les impacts que ça a sur les postes chauffage et ventilation et quelles solutions sont adaptées à cette réglementation 2020 pour répondre aux différentes préoccupations. Dans le résidentiel, le poste chauffage comme le poste CS sont des postes primordiaux sur lesquels il va falloir trouver donc des solutions qui permettent de répondre à des exigences sur la sobriété énergétique, sur également l'impact environnemental. Et je parlerai aussi un petit peu plus tard de la partie confort d'été, puisque maintenant on va s'orienter vers des solutions globales, mais surtout des solutions qui, en accord avec la réglementation, qui utiliseront des énergies décarbonées. Donc, de plus en plus, dans le logement collectif, les pompes à chaleur électriques seront plébiscitées. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut travailler aussi avec ce type de générateurs. Ce ne sont pas les seuls générateurs qui seront encore plébiscités dans les années qui viennent. Il y aura également le réseau de chauffage urbain qui seront aussi, je dirais, utilisés dans les grandes agglomérations et autres. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est s'adapter à ces nouvelles exigences sur les générateurs. Et donc, Francaire a travaillé, lui, sur la partie émetteur pour essayer, je dirais, de répondre aux nouvelles exigences en proposant donc du chauffage et du rafraîchissement par vecteur air. Pourquoi par vecteur air? Puisque les bâtiments sont de plus en plus isolés. On a besoin finalement de faibles puissances, que ce soit en chaud ou en froid, et des produits ou des systèmes qui soient très réactifs en fonction de la demande des clients et des utilisateurs. C'est la raison pour laquelle nous avons orienté, je dirais, nos choix et nos développements sur le vecteur air. Donc, chez nous, la solution s'appelle Isentis. Elle permet de répondre justement à toutes les exigences concernant les bâtiments RE 2020 et donc sur lequel on va pouvoir, je dirais, fournir un certain nombre d'avantages. Les avantages sont les suivants, puisqu'on a la possibilité de raccorder directement cet émetteur, cette unité de traitement d'air, directement sur des pompes à chaleur. Des pompes à chaleur qui peuvent être individuelles, qui seront installées au niveau de chacun des logements. C'est le cas notamment dans la région sud-est, où ça prend une ampleur et un développement assez important, et sur lequel on va pouvoir justement fournir le chaud et le froid avec ce générateur individuel. La possibilité aussi d'installer le système Isentis directement avec une pompe à chaleur collective, triple service. Nous travaillons en collaboration notamment avec la société Auer, sur lequel on a la possibilité de raccorder nos systèmes. Et donc, on est capable aussi de travailler, bien sûr, avec tout type de marque. Ces différentes solutions s'adaptent très bien donc, sur les pompes à chaleur, qu'elles soient individuelles ou collectives. On a pris un autre paramètre également sur lequel il faut beaucoup insister, c'est sur la partie domotique finalement et la gestion aussi du confort d'été. On fait du chaud, du rafraîchissement et les solutions de chauffage et de rafraîchissement doivent être connectables. Donc, on a un travail en collaboration avec la société Deltador sur lequel on a fait les projets et donc sur lesquels, par exemple, eux vont fournir certaines fonctionnalités qui seront très intéressantes, comme la gestion automatique des volets pour la protection solaire, ce qui va améliorer justement les indicateurs en termes de CEP ou d'indice carbone, mais aussi en termes de confort d'été. On a la possibilité, à travers ce mode de pilotage, de faire une gestion des températures pièce par pièce et également de faire, bien sûr, du pilotage à distance. Donc, au moins, on est sur des solutions de chauffage-rafraîchissement qui sont très complètes et qui intègrent également des possibilités nombreuses par rapport aux solutions domotiques existantes sur le marché. Enfin, un point sur la partie environnementale, très important, les solutions, les équipements. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, les exigences portent beaucoup sur les matériaux utilisés, mais aussi demain sur les équipements qui vont équiper nos différents logements neufs, avec la possibilité de fournir à terme les fiches PEP concernant nos différentes solutions
puisque ça sera pris en compte dans les différents calculs des bureaux d'études. Au-delà, je dirais, de la RE 2020, il faut anticiper les éléments. Le futur label RE 2020, il est possible et certainement probable que des exigences sur la qualité d'air intérieur seront, je dirais, intégrées dans ce nouveau label. Avec les systèmes par vecteur air, comme le système Isentis, on a la possibilité d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Ce sont des systèmes donc en recirculation d'air, avec la possibilité donc d'intégrer dans les UTA des filtres à haute efficacité qui permettent justement d'éliminer les particules fines, jusqu'à 80% d'élimination des particules fines. Donc ça, c'est très, très important. Et à travers aussi des systèmes de programmation horaire sur lesquels le système par vecteur air fonctionnera si on détecte ou si, je dirais, on est sur une période de pollution avancée dans la région dans laquelle se trouve le logement. Des solutions très complètes, vous avez vu, donc conformes, je dirais, pour s'adapter à des bâtiments RE 2020, des solutions qui s'adaptent sur tout type de générateur, dont les pompes à chaleur, dont les réseaux de chauffage urbain, et puis aussi le rafraîchissement et la purification d'air en plus. Donc vraiment des solutions complètes pour le bâtiment de demain. C'est vraiment la signature du bien-être avant tout pour les occupants. Alors, sur la partie maintenant, on va dire ventilation pure, évidemment, c'est un poste très important. Les VMC donc, performantes seront plébiscitées. Dans le logement collectif, la modulation des débits hygroréglables sera bien sûr très importante et valorisée. Dans la maison individuelle, le double flux sera également aussi très, très indiqué. Donc, ça sera très intéressant sur ce segment-là. Je reviens un petit peu sur le collectif. Les caissons de VMC C4 type basse consommation et ultra basse consommation seront bien sûr davantage encore prescrits. Et le renforcement sur l'étanchéité du réseau sera également un élément clé lors de différentes notes de calcul. Donc, le développement des accessoires à joints sera également, je dirais, un point important dans les années à venir. Alors, tout ceci sont des éléments, sont de la fourniture, sont du matériel. Après, bien sûr, il y a aussi toute leur mise en œuvre, qui est également très, très importante, et aussi la prise en compte et le contrôle de la ventilation mécanique dans le cadre de la RE 2020. Et on a voulu aussi faire un éclairage sur ce point en particulier. Et donc, je vais passer donc la parole à Jam Pouille, qui va nous faire un petit descriptif et un bilan détaillé de ce qui est exigé par la RE 2020. Bonjour, merci André. Comme vous l'a indiqué Claudie tout à l'heure, la RE 2020 impose de nouvelles exigences de moyens. L'une de ces exigences, c'est la vérification des systèmes de ventilation. Cette vérification est obligatoire pour tous les PC de logement neuf déposés à partir du 1er janvier 2022. Le protocole RE 2020 est issu en partie du protocole Proméran. La vérification du système de ventilation comprend 3 parties. Une première partie qui est la partie pré-inspection, une vérification fonctionnelle des éléments sur chantier et des mesures fonctionnelles aux bouches réalisées en phase de réception. Cette vérification doit être obligatoirement réalisée par un opérateur autorisé Calibat avec la qualification 8741. La dernière version du protocole RE 2020 date de juin dernier. Concernant la pré-inspection, la pré-inspection permet de réunir et d'examiner toute la documentation disponible avant l'intervention. Dans cette pré-inspection, on a des points obligatoires et des points complémentaires. Donc, pour la partie pré-inspection, 2 points obligatoires, 30 points complémentaires. Les points obligatoires sont des points que, s'ils ne sont pas respectés, vont entraîner une non-conformité dans l'attestation de prise en compte de la RE 2020. Par exemple, on va vérifier que dans les documents d'exécution que l'on a reçus, la référence du caisson et la référence de la VMC est la même que celle prévue dans la note de calcul thermique. La deuxième partie est la vérification fonctionnelle sur site. Donc, la vérification fonctionnelle, on va vérifier toute la partie collective d'installation, c'est-à-dire le réseau, les extracteurs. On va également vérifier dans les logements les entrées d'air, les bouches d'extraction, et on va également vérifier aussi le passage de transit qui permet d'avoir un bon balayage entre les entrées d'air et les sorties d'air. Cette vérification comprend un peu plus de points que la partie pré-inspection, donc 60 points obligatoires et 20 points complémentaires. Les points complémentaires sont à titre informatif.
mais certains labels pourront demander de respecter également ces exigences. Donc, il faudra respecter tous les points pour obtenir le label. Concernant ces vérifications à l'intérieur des logements, elles vont être réalisées par échantillonnage. Donc, on va échantillonner sur le caisson, c'est-à-dire qu'on va vérifier 4 logements par caisson d'extraction. On peut échantillonner sur un nombre de caissons sur une même opération, mais on ne peut pas réaliser d'échantillonnage sur un même bâtiment. Un bâtiment, s'il y a un seul bâtiment avec 10 caissons, il faudra vérifier les 10 caissons. En maison individuelle groupée ou en bande, il faudra vérifier 10% des maisons avec un minimum de 3. Les maisons vérifiées seront exactement les mêmes que celles qui ont été mesurées dans le cadre des mesures de perméabilité à l'air. Concernant la vérification des systèmes sur site, on va s'assurer que les équipements installés, notamment en Hygro-B, sont les mêmes que ceux de l'avis technique du produit. Donc ici, sur l'avis technique de Francaire des VMC Hygro-B en logement collectif, on va vérifier que pour un T2, l'entrée d'air est bien une enjosse isola HY. Donc là, sur le dessin, l'entrée d'air est verticale, mais c'était juste pour pouvoir lire la référence de la bouche, mais sinon elles sont bien posées horizontalement, comme sur la photo juste en dessous. Concernant les bouches d'extraction, c'est exactement la même chose. On prend le type de logement que l'on a et on vérifie, on regarde dans la vie technique la référence de la bouche. Donc là, pour un T2 en bouche d'extraction cuisine, on a une bouche de type HC2, donc une 10-40-90, donc 90 mètres cubes sur le débit de pointe de la bouche cuisine. La troisième partie est les mesures fonctionnelles aux bouches. Donc, on va mesurer des mesures de débit pour tous les systèmes autoréglables et double flux. Et on va venir faire des mesures de pression en bouche d'extraction pour les systèmes hydro-réglables, donc pour les Hygro A et les Hygro B. Ci-dessous, quelques photos de réalisation. Alors, des bonnes réalisations et des moins bonnes. Donc, la première photo, on voit un caisson qui est bien positionné sur les cylindres blocs. Sur la deuxième photo, je pars de gauche vers la droite. C'est l'alarme visuelle qui doit être située dans chaque hall d'entrée qui a servi au pressostat du ventilateur. La photo suivante, c'est une manchette sur une huile d'un caisson d'extraction qui est perforée. La quatrième photo, c'est une manchette qui est mal positionnée. La manchette a pour vocation de désolidariser le réseau du caisson et pas de rattraper une irrégularité d'alignement entre deux conduits, entre le conduit d'extraction et la sortie et l'ouïe du caisson. Sur la photo en bas à gauche, c'est l'absence de manchette. Il faut des manchettes de raccordement sur chaque ouïe et sur le rejet. La photo d'après, c'est un conduit d'extraction qui a été écrasé. L'autre d'après, c'est une manchette. C'est une manchette, c'est le pressostat, le tube de pressostat qui n'a pas été raccordé sur les caissons. Et sur la dernière photo, pour la partie collective, c'est une fixation mal adaptée du réseau d'extraction. Ici, on passe sur la vérification au niveau des bouches d'extraction. Donc, c'est la première photo, une bouche d'extraction mal positionnée. On voit que devant, il y a un chauffe-eau. Donc, la bouche n'est pas démontable. On n'a pas assez de recul pour pouvoir démonter la bouche. Donc, les bouches doivent être démontables. Sur la deuxième photo, c'est un piquage, c'est une vue d'un double piquage où cela dessert une bouche cuisine et une bouche salle de bain. Et on voit bien que le piquage express n'a pas été correctement réalisé puisque la section de passage a été réduite au niveau de ce piquage. La photo de droite, une bouche d'extraction qui a été déplacée suite à la position d'un meuble cuisine. Donc, on a déplacé la bouche, mais on n'a pas déplacé le conduit. Sur la partie de gauche, c'est le non-respect de la distance de 20 cm pour les systèmes autoréglables. Ce n'est pas applicable pour les systèmes hydro-réglables. Tout simplement que pour les systèmes autoréglables, il faut que l'on puisse positionner un cône pour réaliser une mesure de débit. Et si la bouche est plaquée au plafond, on ne peut pas centrer le cône de mesure. Et sur la dernière photo, c'est un point très bloquant, c'est l'absence de manchette de raccordement entre le conduit de liaison et la bouche d'extraction. Il faut automatiquement qu'il y ait une manchette. Sur la partie entrée d'air et passage de transit, donc sur la première photo, le passage de transit qui n'est pas respecté, il faut 1 cm sous chaque porte. Sur la deuxième photo, c'est une mortaise mal réalisée sur chantier avec une perceuse.
La troisième photo, c'est une photo d'il y a 15 jours où c'était normalement un système hygrobé. Donc, les bouches d'extraction étaient bien hygro-réglables, mais les entrées d'air étaient des entrées d'air fixes. Voilà, 60 maisons où il faut vraiment remplacer toutes les entrées d'air. Et la dernière photo est la photo d'une mortaise correctement réalisée dans un coffre de volet roulant. Concernant les mesures d'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation, alors la mesure n'est pas obligatoire, sauf dans les cas des labels. Le choix de prendre une valeur par défaut est toujours possible. On peut prendre une valeur par défaut encore dans les notes de calcul RE2020. Néanmoins, avec l'évolution des contraintes des indicateurs, c'est-à-dire que 2025, 2028, 2031, on va baisser les seuils de 15%, je crois. Et la justification d'une classe de réseau de ventilation pourra sûrement devenir stratégique. C'est-à-dire qu'on pourra gagner des points pour venir compenser en partie ces 15% de baisse. Concernant les classes d'étanchéité à l'air, il y a 4 classes. Ça va de la classe A à la classe D. Et c'est l'inverse des étiquettes énergétiques des DPE. C'est-à-dire que la classe D est la meilleure et la classe A la plus mauvaise. Il y a un rapport de 3 entre chaque classe. C'est-à-dire que la classe B fuit 3 fois moins que la classe A et la classe D fuit 27 fois moins que la classe A. Voilà, j'ai fini pour ma partie. Je vais donc redonner la parole à Céline, qui va vous présenter les solutions, je pense, pour avoir une bonne étanchéité à l'air des réseaux de ventilation. Oui, merci. Cette partie-là, donc les solutions un petit peu, que ce soit en matière d'étanchéité et de ventilation, on va les parcourir sur la partie tertiaire. Donc, en matière d'étanchéité, donc il existe des solutions à mettre en œuvre pour renforcer l'étanchéité des réseaux aérauliques. Il suffit d'associer finalement un conduit Galva avec un système à joint, un accessoire à joint, qui permet d'avoir, comme le disait Jam juste avant, une étanchéité de classe D, donc une étanchéité très, très bonne par rapport à d'autres systèmes. Tout ceci étant lié au fait qu'il y a un double joint EPDM serti par une bague en inox. C'est de plus rapide à installer et ce réseau est sous avis technique et c'est un réseau certifié Eurovent. Donc, ce système va permettre de parfaire l'étanchéité à l'air des réseaux. Et il existe aussi les caissons et les centrales qui sont classés en termes d'étanchéité à l'air et qui peuvent donner une continuité dans le réseau en matière d'étanchéité. Si on regarde plus spécifiquement les solutions de ventilation et si on se focalise en premier lieu sur la performance énergétique, le poste de ventilation représente une part importante des consommations du bâtiment sur sa partie éclairage, chauffage, etc. Et la ventilation donc joue un rôle important dans la performance énergétique du bâtiment. Pour réduire les consommations, il y a plusieurs axes de travail. Le premier, c'est de mettre en place des équipements performants. Le deuxième niveau, c'est de mettre en place une régulation sur l'installation pour optimiser les fonctionnements des équipements, travailler la maintenance prédictive. Et le troisième volet, c'était plutôt de mettre en place de la modulation des débits lorsque le scénario d'occupation s'y prête. Si on regarde un petit peu, un peu plus en détail le point 1, à savoir mettre en place des équipements performants, la ventilation s'appuie sur toutes les évolutions technologiques qui existent et qui sont en adéquation avec la thématique pour répondre à la performance énergétique. À savoir, elle utilise, dans le cas de la double flux, des échangeurs double flux haute performance. Donc, il existe plusieurs technologies, mais ces échangeurs permettent d'optimiser les consommations et de récupérer de l'énergie qui serait transmise aux petits oiseaux. Elles sont dotées de régulations intelligentes embarquées dans les ventilations et permettent aussi d'optimiser la consommation. Elles sont équipées de motorisation ECM, qui va permettre finalement de pouvoir piloter la ventilation selon le besoin. Et également, on peut coupler à cette motorisation et à ces régulations intelligentes des plages, des offres de sons de qualité d'air qui permettent finalement d'actionner la ventilation selon un paramètre, soit le CO2, soit le COV, soit l'humidité, qui finalement est un marqueur de la présence et de ce besoin de ventilation.
Pour le deuxième poste, mettre en place une régulation. Donc, il y a la possibilité de mettre en place des programmations horaires, d'optimiser le fonctionnement par rapport aux conditions extérieures, de reporter les alarmes pour éviter que les filtres finalement soient encrassés et qu'on n'en ait pas conscience, de mettre en place une GTC, une GTB pour pouvoir piloter à distance et maîtriser la maintenance des équipements. En troisième point, j'avais aussi noté la mise en place de modulation de débit en multizone. Lorsqu'on a une présence intermittente, il est possible, grâce à la motorisation ECM, de venir ajuster le débit de ventilation. Et dans plusieurs cas de figure, on a plusieurs possibilités. Dans le premier cas que j'ai présenté, c'était dans le cas d'une présence discontinue, c'est-à-dire 2 scénarios d'occupation, présence et absence. Il est quand même important, en cas d'absence, d'apporter de l'air neuf pour pouvoir pérenniser le bâti. On va avoir recours à finalement une association d'une centrale avec des registres tout ou peu associés par exemple à une sonde de présence. Donc ça va permettre d'enclencher la ventilation quand il y a occupation et de la stopper ou de la réduire quand il y a absence d'occupants. Et le deuxième cas que je voudrais un peu plus détailler, c'est le cas d'une présence intermittente avec des scénarios d'occupation multiples. Par exemple, une salle de réunion qui va accueillir 2, 10, 20, 2 personnes dans la même journée et pour lequel on va avoir des ajustements de ventilation à réaliser par rapport à ces scénarios d'occupation. Donc là, on va plutôt préconiser des registres avec croix de mesure associés à des sondes CO2 par zone. Donc, juste pour faire un éclairage, je vais essayer de présenter un petit peu le fonctionnement d'une installation avec registre, avec croix de mesure. La sonde de qualité d'air va être le reflet du besoin de ventilation dans les différentes pièces. Cette sonde va renvoyer un signal 0,10 volts à un registre variable qui possède à la fois un servomoteur proportionnel, une sphère de mesure ou une croix de mesure située en amont et un clapet de réglage situé ensuite pour ajuster le débit indépendamment de la pression du réseau. C'est-à-dire qu'on va avoir une centrale qui va fonctionner sur un mode de pression constante et on va avoir ces registres qui vont être présents dans les différentes pièces asservis à une sonde CO2. Par exemple, dans mon petit schéma, on a une présence à l'étape 1 d'une personne et dans l'étape 2, on va avoir les registres qui vont agir puisque cette personne n'est plus dans la zone 3. Donc, les registres vont tout simplement se fermer. La pression dans la gaine va augmenter et on va avoir une action de réduction de vitesse des ventilateurs pour pouvoir retrouver la bonne pression dans le réseau et diminuer finalement les consommations de cette centrale par rapport aux besoins de ventilation. Donc, si on regarde un petit peu l'impact des différents choix de systèmes de ventilation sur le CEP, voici un exemple, un cas d'application sur des bureaux en zone H2. Si on compare finalement les différentes solutions à un cas d'application simple flux avec un CEP de référence, on s'aperçoit que si à la place de ce simple flux, on met un double flux, on va gagner environ 5% sur le CEP. Environ 10% si on ajuste le simple flux, si on agrémente le simple flux d'une modulation de débit. 20% si à la place du simple flux, justement, on met en place une double flux modulée. Et puis davantage si on met en place une double flux thermodynamique. Donc, il y a vraiment une gradation de l'impact de l'effet positif sur le CEP par rapport aux différents choix de ventilation qu'on va mettre en œuvre dans le bâtiment. Donc là, j'ai couvert les aspects performance énergétique. La deuxième thématique que je voulais aborder en tertiaire, tourne autour des solutions en matière de confort d'été. Il existe un certain nombre de solutions, des plus simples aux plus sophistiquées, le vecteur R restant un moyen efficace pour rafraîchir un local. Et du coup, la ventilation, d'une certaine manière, joue un rôle important dans ce confort d'été.
On va avoir plusieurs typologies de solutions. Donc, j'ai choisi de présenter en premier lieu le brasseur d'air, qui est une solution qui est utilisée dans les zones, très fréquemment dans les zones tropicales, qui permet finalement une homogénéisation des ambiances par la circulation de l'air constante. On va avoir un gain de l'ordre de 2 degrés en ressenti en période estivale, et il existe des équipements qui sont globalement silencieux. Si on se focalise sur des solutions un petit peu plus techniques, on va avoir en matière de ventilation double flux des solutions qui sont embarquées dans la régulation de l'équipement. Donc, on va avoir le free cooling qui consiste à finalement utiliser l'air frais de l'extérieur directement dans un local, par exemple sur les zones de nuit. Lorsque la température extérieure va passer en dessous d'une certaine température, eh bien, il y a un bypass qui va tout simplement dévier une partie de l'air de l'échangeur et directement entrer dans le local. On va aussi avoir la possibilité de faire de la surventilation nocturne. Donc, c'est tout simplement un mode de dérogation de fonctionnement en absence d'occupation. Il y a à ce moment-là plus de pilotage ni sur le débit, ni sur la température, ni de récupération d'air. On va tout simplement ouvrir les registres et la ventilation va se mettre au maximum. Et les conditions de fonctionnement sont les mêmes que pour le free cooling en matière de température et de conditions de fonctionnement. Pardon. Deuxième module que je voulais présenter, c'était le module adiabatique sur air extrait. Donc, on a tout simplement réexploité le principe que lorsqu'un flux d'air chaud et sec traverse un filet d'eau, il va en provoquer l'évaporation et que cette évaporation va entraîner le refroidissement du flux d'air. Et on a mis en place ce principe-là dans des caisses qui se mettent sur l'air repris et qui vont permettre d'abaisser la température au soufflage sans introduire de l'humidité. Évidemment, en matière de régulation, tout est piloté par la centrale. Il n'y a pas de paramétrage particulier à faire régulièrement. Il suffit juste de faire un hivernage du média durant la saison hivernale. Et la troisième typologie de produit que je voulais présenter ce jour, c'était la pompe à chaleur intégrée dans un système double flux. Donc là, il s'agit simplement de l'association d'une centrale de traitement d'air à roue avec une pompe à chaleur RR réversible qui va nous permettre finalement d'avoir une récupération haute performance et un abaissement de la température de plusieurs degrés lors des saisons estivales. Donc, en guise de conclusion, donc le cadre réglementaire de la RE 2020 oriente finalement les usages et les comportements énergétiques dans les bâtiments, que ce soit tertiaires ou résidentiels. Il impose un certain nombre d'améliorations au niveau du choix des équipements techniques, mais aussi en matière d'équipements pour garantir l'étanchéité des réseaux aérauliques. Et il existe des solutions et des accompagnements qui sont disponibles pour pouvoir répondre aux besoins de la RE 2020. Je laisse la parole à Flavie qui va piloter la session de questions-réponses. Merci. Merci Céline, merci à tous, merci à tous les intervenants. Alors en effet, donc on a une petite session questions-réponses. Néanmoins, je vois qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Donc là, je vais m'adresser directement aux participants. C'est le moment si vous avez des questions. Encore une fois, je vous invite à utiliser l'onglet intitulé questions qui se situe sur votre droite. Voilà, n'hésitez pas, nos intervenants sont là pour y répondre. Sinon, bien sûr, si tout était parfaitement clair, on clôturera ce webinaire. Alors, une question d'Anthony Basile. Le sujet du réemploi s'adresse comment ? Alors, parmi les intervenants, qui souhaite répondre à cette question ? Je peux effectivement répondre à la question. Donc, le réemploi est un volet
qui est mis en avant dans la RE 2020, puisque les matériaux réemployés ont un impact carbone qui est moins fort qu'un matériau nouvellement employé. Donc c'est en fait la RE 2020 pousse à l'utilisation des matériaux réemployés. Merci Claudie. Avez-vous évalué l'efficacité des différents systèmes de rafraîchissement en RE 2020 ? André, est-ce que tu souhaites répondre ou Oui, donc en quelques précisions, en tout cas dans le résidentiel. Donc il s'avère que toutes les solutions, avec de la thermodynamique, mais ça dépend si après on parle pompe à chaleur, on va dire RO ou RR, etc., en fonction des zones climatiques, en fonction des paramètres, est-ce qu'on est proche d'une zone de bruit, pas une zone de bruit, etc., etc. En fait, les calculs vont vraiment différer. Mais oui, il est possible d'avoir des systèmes, on va dire, réglementaires et des bâtiments réglementaires en chaud et froid, mais avec l'usage et l'utilisation, on va dire, de générateurs qui seront vraiment adaptés, je dirais, à la région donnée. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend effectivement du bâtiment, de sa densité, de son orientation, du BBio qui sera calculé, etc., pour ensuite déterminer les bons générateurs pour pouvoir, je dirais, répondre à ces critères-là et à cette demande-là. Merci André. Pour ce qui est du tertiaire, on va effectivement, étant donné que l'application est récente, on va effectivement travailler sur des simulations et mettre à disposition aussi sur les différents systèmes des éléments pour comparer les solutions et mettre en avant des systèmes plutôt que d'autres. Je vois qu'il y a une question concernant le moteur CM. Donc, c'est finalement c'est un moteur qui permet de piloter en temps réel. Qui est piloté en temps réel qui est piloté par une carte électronique et qui va nous permettre finalement d'ajuster vraiment le paramétrage du moteur par rapport à un point de fonctionnement particulier entre 0 et 10 volts. Ok, merci Céline. Une nouvelle question également. Quels sont les fluides frigo utilisés actuellement et à venir ? Qui peut répondre ça parmi les participants ? Céline ? Sur les... Alors, actuellement, on a nos centrales sont les centrales double flux avec pompe à chaleur intégrée sont pour les existantes sont R410A, mais il y a des programmes de refonte et des cahiers des charges qui sont en train d'être réécrits pour pousser de nouveaux systèmes, de nouveaux fluides, pardon. Merci Céline. Je vais revenir sur, j'avais pas vu, mais Anthony avait posé une seconde question peut-être pour Claudie de nouveau. En tant qu'industriel, vous prévoyez un réemploi dès la conception ? Si oui, qu'est-ce qui est mis en place ? Alors, la question, je l'avais interprétée différemment, mais je peux commencer effectivement à répondre là-dessus. Mais dans les projets qui sont mis en place, la conception prévoit d'ores et déjà du réemploi. En tout cas, ça se voit de plus en plus dans les opérations où on a un lot réemploi qui paraît dans les opérations. Par contre, alors je retournerai la question à André et ou Céline. C'est pour vous, France Air, est-ce que vous avez prévu dans vos matériaux la possibilité du réemploi de vos matériaux aujourd'hui sur les produits que vous avez ? Oui, alors nous, on intègre sur la partie, en tout cas résidentielle, pour essayer de vous répondre. Donc, on travaille effectivement sur des matériaux sur lesquels on pourrait avoir et on peut avoir un réemploi. Donc, c'est la raison pour laquelle on travaille aussi beaucoup, par exemple, sur le système Isentis, avec des solutions, par exemple, au niveau des placards, avec la réutilisation de la possibilité de réutiliser des systèmes qui sont à base de bois, des structures en bois, etc. Donc, on travaille aussi beaucoup sur ces matériaux-là.
Et effectivement, ça rentre complètement dans notre philosophie de trouver des solutions qui puissent à terme faire réutiliser les matériaux pour avoir aussi des fiches PEP et des fiches, je dirais, les plus vertueuses possibles, pas uniquement sur l'angle réglementaire, mais vraiment réel. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette démarche-là et c'est un de nos axes de développement en tout cas. Ok, merci André. Nouvelle question, alors là plutôt sur la double flux. Céline, la VMC double flux n'est-elle pas un peu surfaite si l'étanchéité à l'air du bâtiment / maison est juste conforme? Pour moi, la partie étanchéité et le système double flux, c'est un petit peu des sujets connexes. Mais en tout cas, la double flux, elle va servir à permettre de récupérer de l'énergie qu'on perdrait s'il n'y avait pas un échangeur entre les flux d'air. Donc, effectivement, si l'étanchéité du réseau est correcte, on ne va pas perdre d'énergie au travers du réseau, mais par contre, toute l'énergie qu'on va pouvoir recracher finalement à l'extérieur de cet air intérieur qui est vicié, qui va terminer dehors, cette énergie-là, on peut le récupérer au travers de l'échangeur. Donc pour moi, c'est complémentaire. Ça marche, merci Céline. Une question, alors soit de nouveau pour Céline, soit peut-être pour André. Faut-il mettre des grilles d'entrée d'air avec une VMC double flux dans une maison individuelle? Faut-il mettre des grilles d'entrée d'air avec une VMC double flux dans une maison individuelle? Non, dans cette particularité donc du double flux, c'est que donc on va gérer mécaniquement l'extraction d'air, mais aussi l'air entrant. Donc en fait, on va utiliser finalement des grilles. On va donc prélever l'air neuf. On va passer ensuite au niveau du système double flux, donc de l'échangeur. Dans le même temps, si on peut dire ça comme ça, il y aura une extraction d'air qui va se faire directement dans les pièces techniques, donc les pièces d'eau. Et donc, à travers finalement cet échangeur, on va transférer les calories de l'air extrait sur l'air neuf. Et donc, on va venir ensuite diffuser cet air neuf à une température, on va dire tempérée, et ce qui permettra justement à la fois de garantir un meilleur confort pour les occupants, et vu qu'il y a eu un transfert de chaleur, de réduire aussi la facture énergétique. Donc, c'est un système très vertueux, en tout cas sur la maison individuelle. Merci André. Une nouvelle question. Avez-vous un avis technique pour la modulation de débit d'air valorisable dans le moteur de calcul de la RE 2020/RT 2012? Céline, peut-être. L'avis technique. Ah pardon, André veut répondre. Oui, non, je me permettais d'intervenir. Oui, effectivement, nous avons des avis techniques et un avis technique en ce qui concerne en tout cas la ventilation hygroréglable, notamment dans le logement collectif. Tout à l'heure, Jam a parlé finalement de l'avis technique et des choix des bouches et des entrées d'air, où tout est finalement très calibré dans cet avis technique en fonction de la typologie et la taille du logement. Donc, tout est prédéterminé et donc c'est un avis technique et Francère dispose d'un avis technique sur la ventilation hygroréglable. En tout cas, sur la partie résidentielle, je ne sais pas après sur la partie tertiaire. Sur la partie tertiaire, André, nous possédons également un avis technique. Donc, il est à disposition sur notre site. C'est justement sur la modulation des débits associé à une question simple et double flux. Donc, nous avons aussi cet avis technique, André. Nouvelle question, y a-t-il des recommandations de technologie d'échangeur pour une double flux afin de respecter la RE 2020? Céline, tu en as parlé tout à l'heure lors de tes points. Est-ce que tu aurais une solution particulière à préconiser? Eh bien, actuellement, il existe deux typologies d'échangeurs, le rotatif et le contre-courant. Après, on identifie plutôt l'un ou l'autre des échangeurs par rapport au débit
nécessaires. Donc, on utilise plutôt le contre-courant jusqu'à 5000 m3 et le rotatif au-dessus. Donc, c'est plutôt le dimensionnement finalement de l'installation et puis l'efficacité attendue, puisque en échangeur à plaque, en contre-courant, on va avoir un échange, une efficacité supérieure à celle du rotatif. Donc après, ça va dépendre des typologies d'installation, du dimensionnement, mais l'un et l'autre, fonction des cas d'application, présentent des atouts, fonction du débit, fonction de l'endroit, de la zone climatique où on se trouve aussi, par rapport au risque de gel, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de recommandation par rapport à la double flux. C'est juste, on va dire, un calcul qui doit se réaliser par rapport aux conditions de fonctionnement et à l'attente du projet en question. Merci Céline pour ces précisions. Une question un petit peu plus technique. Lors du test d'infiltrométrie, est-il conforme de scotcher les bouches d'air? Jam, peut-être une question pour vous? Je peux répondre. Lors du test d'étanchéité à l'air, on va colmater tous les éléments qui sont pris dans la note de calcul thermique. Donc, effectivement, le système de VMC est pris en compte dans la note de calcul thermique. Donc, on va venir colmater les entrées d'air sur les menuiseries et les bouches d'extraction dans les pièces de service ou dans les pièces humides. Par contre, par exemple, une prise d'air pour un sèche-linge qui n'est pas pris en compte dans la note de calcul thermique ne sera pas colmatée. Par exemple, une hotte d'extraction, le rejet de la hotte, le débit n'est pas pris en compte dans la note de calcul thermique, donc ce rejet ne sera pas colmaté. D'où l'intérêt de mettre un clapet anti-retour sur le rejet des hottes d'extraction. Merci Jam. Alors, de nouveau une question par rapport aux échangeurs rotatifs. Sur le plan de la qualité d'air intérieur, est-ce qu'il y a plus de risque de fuite d'air extrait vers air insulfé avec échangeur rotatif? Et si oui, dans quelle mesure? Tout à fait. Effectivement, l'échangeur contre-courant est plus étanche que l'échangeur rotatif. Par contre, il y a la possibilité d'avoir des secteurs de purge sur les échangeurs rotatifs qui finalement nous abaissent drastiquement les taux de fuite de l'échangeur, de l'air extrait vers l'air insufflé. Donc, les échangeurs rotatifs avec secteur de purge, c'est comme si c'était un sas qui nous permet de chasser finalement l'air vicié et de nettoyer la roue et qui nous permet de réduire drastiquement les niveaux de fuite d'un réseau vers l'autre. Donc, il y a des solutions pour l'échangeur rotatif. Merci Céline. Et enfin, encore une question sur nos produits. Est-ce que nos produits disposent de fiches FDES pour la prise en compte dans les calculs de ACV? Donc, comme l'a dit tout à l'heure André, nous avons des fiches PEP puisque nous sommes des équipements techniques. Nous sommes soumis au passeport, à la fiche de passeport environnemental produit et nous avons une certaine liste de fiches PEP qui sont déjà à disposition et que vous pouvez demander au niveau de la ventilation double flux, des grilles, des bouches. On a quoi, André, également? Certains thermostats. Donc, on a déjà tout un lot de fiches que vous pouvez d'ores et déjà exploiter. Et merci pour ces précisions. Alors, je vais répondre aussi à une question que j'ai vue passer. Y aura-t-il un replay de ce webinaire? La réponse est oui, bien sûr. De plusieurs façons d'ailleurs, hein. Vous recevrez toutes et tous un emailing de notre part avec non seulement le replay disponible, mais également toutes les réponses à vos questions sous format de petites FAQ. Ce replay et cette FAQ seront également disponibles directement sur notre site internet france-r.com. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour visionner également nos anciens webinaires. On réalise pas mal de webinaires avec France Air et des intervenants extérieurs sur plusieurs thématiques. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Écoutez, ce que je propose, c'est qu'on clôture ce webinaire.
Merci à tous pour votre participation, vos échanges. Merci bien évidemment à tous nos intervenants. Et puis, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour vous tenir informé des prochains webinaires à venir. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.